Chers amis, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle conférence présentée par notre association VMF. Donc ce soir, la thématique reste autour des jardins et nous sommes très heureux d'accueillir à nouveau Michel Auduit. Donc je vous représente, architecte paysagiste, enseignant à l'École nationale de Versailles du paysage et membre aussi de notre conseil d'administration. Donc ce soir, la thématique est autour en fait de la sculpture au jardin entre symbolique et décor. Et je pense que le plus simple est de lui laisser la parole, d'autant que j'ai, je crois, quelques petits problèmes de son. Donc Michel, on a hâte de t'écouter et de découvrir cette nouvelle conférence. Merci. Merci Gaëtane. Bonsoir à tous. Je vais partager mon écran avant de démarrer. Voilà, on y est. Alors, il y a de multiples façons de traiter ce sujet. Et on pourrait, cette conférence-là pourrait être le début de bien d'autres sur la thématique, tellement le sujet est riche. On pourrait le traiter effectivement par thème, en lien avec l'architecture notamment, mais également en lien avec des formes de jardin, ou encore par période historique. Moi, j'ai choisi aujourd'hui de vous présenter un panorama un petit peu historique dans une chronologie depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. Donc forcément, ça sera rapide, hein. Je ne m'attarderai pas sur les périodes, mais c'est peut-être une première, hein, en fait, l'idée de vous donner peut-être le goût et d'ouvrir sur d'autres conférences. Il se trouve que au printemps prochain, j'ai répondu à un appel d'offres à la Villa d'Est pour traiter de cette question, mais à travers l'Antiquité. Comment l'Antiquité a influencé la sculpture dans l'art des jardins. Vous voyez, c'est un autre angle, mais je n'ai pas encore travaillé cet angle-là. Alors, nous aborderons successivement 6 chapitres. L'Antiquité, les sculptures dans les jardins de la Rome antique, les éléments sculptés dans les jardins de la Renaissance en Italie en particulier, les jardins classiques de l'Italie, nous irons plutôt en France. On aurait pu aussi élargir à l'Europe, bien entendu. La sculpture dans les parcs et jardins au XVIIIe siècle, et on verra combien la sculpture là est liée aux représentations du paysage et notamment la peinture en particulier. La sculpture dans les parcs et jardins du XIXe siècle. Et ensuite, nous viendrons progressivement vers la période contemporaine. J'ai choisi de partager entre le début du XXe siècle, où on est un peu dans l'héritage à la fois du XIXe siècle, mais d'une tradition classique dans l'usage que l'on fait de la sculpture dans les jardins. Et puis, je traiterai de la période contemporaine. Alors, je commencerai dans la Rome antique. La sculpture est très présente dans les jardins de la Rome antique, qu'ils soient des jardins urbains ou des grands jardins comme celui de la Villa d'Adrien, qui est un jardin de plusieurs dizaines d'hectares. Alors, on a beaucoup de témoignages, à la fois des descriptions, mais surtout tout un héritage patrimonial de sculptures qui se trouvaient dans les jardins, qui y sont encore. Je commence ici j'illustre par des images de la Villa d'Adrien, qui est un véritable jardin, on dirait un parc aujourd'hui, où la sculpture est à la fois un élément de décor, un élément d'architecture, bien évidemment, mais aussi elle traduit un certain nombre de symboliques liées aux divinités très souvent, mais aussi aux représentations du pouvoir. Il ne faut pas oublier que ces jardins sont très associés au pouvoir. Ici, c'est le jardin
le parc d'un empereur, mais ça peut être la propriété d'un sénateur, d'un riche commerçant, bref, d'une élite qui va aussi se représenter dans ces jardins à travers la sculpture. Euh, la sculpture, c'est aussi vraiment un élément de ponctuation de l'espace, hein, et je vais notamment y revenir. Il y a toute une symbolique évidemment liée aux croyances, aux divinités, à la mythologie, et c'est ce qui caractérise avant tout la sculpture dans les jardins antiques. Alors, il y a aussi déjà une dimension de collection. On le voit ici dans la maison des Veti à Pompéi, où la sculpture se trouve sous différentes formes, des objets, des bustes, diverses représentations. Il y a aussi, ce n'est pas le cas dans ce jardin, mais il y avait aussi des grottes qui étaient parfois des cavités naturelles d'ailleurs, qui étaient décorées par des éléments sculptés, souvent des représentations de dieux, de déesses, de divinités en général. Alors la sculpture, c'est aussi la richesse du décor sculpté d'un jardin. Il ne faut pas l'oublier, un attribut de la richesse, un attribut du pouvoir. Mais ça, on va le retrouver dans le temps, à la Renaissance ou encore dans la période classique. Ici, alors à proprement parler, ce sont des copies d'antiques, qui sont à la Villa Médicis à Rome et qui ont été installées dans ce jardin au XVIIe siècle. Donc c'est relativement récent si on veut illustrer par rapport à l'Antiquité, mais elles ont été installées d'une manière antique, c'est-à-dire que ces pierres qu'on appelle des thermes ou des hermès sont historiquement des pierres de bornage qui bornaient les grandes propriétés, les grands jardins qui n'étaient pas clos, mais qui étaient symboliquement protégés par, à l'origine, des représentations des dieux Hermès. Et ces termes ou Hermès sont devenus véritablement des éléments de décor du jardin à partir de la Renaissance. On va en retrouver dans des jardins de la Renaissance italienne ou encore au XVIIe siècle à Versailles ou dans le jardin des Tuileries. Je vous montrerai quelques images. Donc, c'est intéressant de voir comment on associe sculpture et divinité, représentation des divinités, et qui deviennent aussi des éléments de jardin, des éléments de ponctuation des décors de jardin. Ici, on retrouve des termes, mais qui servent de pilastres, donc qui deviennent un élément d'architecture pour ce nymphée qui est un nymphée de la Renaissance, mais construit sur un modèle d'antique dans la Villa Giulia à Rome. Voilà, ça c'est un très bel exemple de copie d'antique, comme la Renaissance a pu aimer le faire. Puisque la Renaissance, c'est quand même la grande période de redécouverte de tout cet art antique et en premier lieu de toute cette sculpture qui était associée au jardin, que ce soit à travers l'architecture ou en décor autonome en tant que tel. Ce qui m'amène à parler des jardins de la Renaissance italienne, et je dirais presque sans transition, parce qu'on retrouve ce système de bornage. Ici, nous sommes dans les jardins de la Villa Farnèse à Caprarola, c'est un des plus beaux jardins de la Renaissance italienne, et on voit bien ici tout cet espace qui est borné de toute une statuaire qui s'inspire évidemment complètement de l'Antiquité, y compris dans le dispositif. En revanche, au premier plan, on a un décor sculpté qui est tout autre, qui lui aussi s'inspire de l'Antiquité, mais réinterprété un petit peu avec les goûts de la Renaissance. Tout ça cerne et protège quelque part symboliquement la pièce maîtresse de ce jardin qui est le labyrinthe. On retrouve ici des éléments sculptés de la Renaissance. Alors,
les grottes, ce sont des éléments très importants. Je vous présente ici un décor assez brut qui est assez beau, c'est la grotte des Pins au château de Fontainebleau. Un décor plus raffiné, cette grotte dans le jardin de Boboli, donc c'est le jardin du Palais Pitti, dans le Palais des Médicis à Florence, et où là on a des éléments sculptés absolument remarquables puisqu'ils ont été sculptés en partie par Michel-Ange. Je vous montre en détail sur les prisonniers qu'on va retrouver appelés esclaves au Louvre. Les deux esclaves de Michel-Ange qui sont au Louvre sont des décors à l'origine qui étaient destinés à décorer des éléments type grotte. Voilà. Et donc, on va voir qu'à la Renaissance, vraiment, les jardins et les éléments d'architecture liés au jardin, c'est-à-dire les grottes, les loggias, les terrasses, les façades, le décor des façades à l'extérieur, sont très liés au jardin. Et les plus grands sculpteurs de la Renaissance vont travailler dans les jardins. Alors, à la Renaissance, il y a aussi des collections dans les premiers jardins de la Renaissance, au 15e, plutôt 16e siècle. Déjà, certains jardins, notamment c'était le cas de ceux du Vatican, accueillent des collections d'antiques qui seront rentrées après, puisqu'elles sont fragiles, précieuses, mais souvent, dans certains jardins, les premiers décors, la première statuaire de jardin, sont des collections qui sont présentées, des collections d'antiques présentées dans les jardins. On verra aussi que ce sera le cas plus tard à Versailles, avant de passer à des copies d'antiques ou à l'antique. Il y a aussi à la Renaissance toute une iconographie un peu étrange, qu'on appelle les grotesques, qui reprennent et revisitent les mythes antiques avec des figures de monstres, des figures un petit peu mi-être humain, mi-animal. Les faunes, notamment la figure du faune est très présente dans la décoration de jardin. Et puis là, j'évoque un jardin un peu étrange, un peu à part dans la Renaissance italienne, c'est la Renaissance tardive. Là, on est déjà dans la période dite maniériste, qu'on va retrouver à la Villa d'Este également. Ici, c'est le bois sacré de Baumard, donc, qui est connu pour ses sculptures un peu noyées dans une espèce de sous-bois et avec à la fois des formes étranges et puis des détails, des dimensions aussi qui sont tout à fait hors proportion et parfois qui peuvent présenter des allures inquiétantes. Je vous montre aussi une planche extraite du Songe de Polyphile, qui est ce roman, c'est un peu dans l'esprit du roman de La Rose, un roman initiatique publié à la Renaissance, écrit par le prêtre, le moine Francesco Colonna, et qui va être, dont les planches vont être une source d'inspiration pour les jardins et pour la sculpture des jardins, notamment. Ici, c'est certainement une des plus belles sculptures des jardins qui soit. C'est ce géant des Apennins, qui est en même temps une grotte. C'est une sculpture dans laquelle on peut grimper jusqu'à la tête et qui avait été conçue par le grand sculpteur de la Renaissance italienne, Jean de Bologne, pour la villa Pratoline, qui était une des villas Médicis, qui s'appelle actuellement la villa Demidov, qui est dans la banlieue de Florence, et dont la plupart des décors, d'ailleurs, où la structure de la Renaissance a disparu au XVIIIe siècle, puisqu'on a transformé ce parc en parc paysager, tels qu'ils étaient un peu champêtres, disons, comme ils étaient à la mode au XVIIIe siècle. Une des rares sculptures à avoir un petit peu survécu dans ces transformations, c'est ce géant des Apennins, voilà, dont je recommande vraiment la visite de cette villa Demidov, actuelle villa Demidov, parce que cette sculpture-là est absolument fantastique.
Alors, la sculpture dans les jardins italiens de la Renaissance sont des éléments de décor, sont des éléments qui structurent l'espace, qui accompagnent les différentes séquences d'un jardin. Ici, une sculpture, une représentation de je ne sais quelle divinité plus ou moins antique va se détacher sur un fond de chêne vert. On le verra plus tard à Versailles, on a exactement le même principe sur fond de charmille. Ici, on a des éléments sculptés qui sont associés à un bassin et qu'on retrouve également ici. La sculpture, elle est à la fois dans des détails d'architecture du jardin, mais également dans des statues à part entière. Et encore une fois, c'est toujours aussi l'expression d'une richesse, d'un niveau culturel aussi. Il ne faut pas oublier que très souvent, ces jardins sont des jardins de collectionneurs qui vont installer une partie de leur collection, de leur commande. On passe très souvent commande également dans les jardins. Alors là, je n'arrive plus à faire circuler. Voilà. Pardon. Différentes images. J'aime beaucoup ces photos parce qu'elles elles ont été prises dans les années 1950. Elles sont issues d'un très beau livre anglais qui est un inventaire complet des jardins italiens de la Renaissance. Et où il y a de très très belles photos de ces jardins. Et on retrouve ici l'ensemble des décors sculptés, ici dans le parterre de la Villa Médicis à Rome. Et on voit bien que la sculpture est aussi un élément de composition véritablement de l'espace. Les jardins italiens sont vraiment indissociables de tous ces éléments sculptés qui accompagnent parfois les changements de niveau, les changements d'ambiance, avec toute une histoire qui nous est racontée aussi, dont on a perdu très souvent le fil aujourd'hui. Il ne faut pas oublier que les gens de la Renaissance et plus tard du XVIIe siècle ont une connaissance que nous n'avons plus de la mythologie antique en particulier. On retrouve ici, on voit ici la profusion des décors sculptés. Quelquefois, c'est presque trop. Et on voit bien que la dimension de collection est présente, notamment ici, ça c'est la villa Albani, où il y a là des éléments antiques aussi qui sont présentés dans les jardins. On retrouve cet esprit-là dans la villa Médicis à Rome également. Ici, dans la Villa Lante et à Bagnaia, on voit bien les décors sculptés qui accompagnent aussi toute cette succession de terrasses où les décors sont de plus en plus riches, plus on se rapproche du parterre central et donc de la villa, plus les décors sont des décors d'une grande profusion, euh, avec toujours des représentations de dieux antiques qui symbolisent des fleuves, qui symbolisent parfois des saisons, qui symbolisent très souvent la fertilité. On trouve ici quelques aquarelles anciennes de villas italiennes, comme la Villa Palmière. Ces sculptures sont des éléments de ponctuation du paysage, véritablement. Elles ont une présence dans le paysage. À l'origine, elles sont souvent dans les pierres calcaires ou du marbre. Elles sont des éléments très clairs qui vont se détacher sur fond vert. Les jardins italiens de la Renaissance sont des jardins très verts. Les fleurs sont présentes dans les parterres, mais aux abords des bâtiments. Et le reste du jardin est très vert en général, un vert sombre, puisque c'est végétation méditerranéenne, du laurier, des chênes verts, des cyprès, etc. Et on a ces statues, ces éléments de décor sculptés ou ces statues qui vraiment se détachent sur ces fonds qui sont souvent des fonds très sombres et qui offrent des écrins absolument magnifiques à ces éléments sculptés.
Des jardins de la Renaissance aux jardins classiques, donc au XVIIe siècle, français et européen, il n'y a qu'un pas. On sait combien l'Italie a été très importante. D'abord, c'est d'Italie que viennent souvent des artistes, hein, qui sont accueillis dans le reste de l'Europe et en particulier en France à partir du règne de François Ier. Mais c'est aussi Louis XIV qui crée l'Académie de France à Rome et qui envoie là-bas des jeunes artistes se former et donc pour rapporter ensuite en France un certain nombre de sculptures, de décors sculptés qui vont enrichir à la fois l'architecture, mais tout particulièrement les jardins à Versailles. Il y a un programme vraiment de commandes, de grandes commandes de statues, de décors sculptés. C'est Lebrun avec le nôtre qui en ont la responsabilité. Et donc, il va y avoir toute une succession de commandes qui vont peu à peu agrémenter à la fois les bosquets, mais qui vont accompagner aussi la grande structure du parc. Et dans ces statues, c'est ce que je présente sur cette planche, il y a toute une iconographie qui est complètement empruntée aux mythologies antiques. Et on va retrouver Neptune, Apollon. Bon, sur l'affiche de cette conférence, j'avais mis une photo de l'enlèvement de Proserpine par Pluton. On est vraiment là dans toute la déclinaison des mythes antiques. On retrouve également dans le bosquet de l'Encelade. J'y reviendrai. Les statues ou éléments sculptés jalonnent véritablement les parcs classiques, accompagnent autant les bassins que les allées, les labyrinthes, les fontaines, les terrasses. Tout est prétexte à installer soit des groupes de statues, des statues, des éléments de sculpture qui s'inspirent pour la plupart de l'Antiquité. Je rappelle, hein, pour la France, en tout cas, combien l'Italie va être véritablement une source d'inspiration. André Le Nôtre avait dans sa collection d'œuvres d'art personnelles tout un ensemble de sculptures des maîtres italiens de la Renaissance, un ensemble de sculptures en bronze. Donc on voit on voit comment est fait le lien entre à la fois l'œuvre de Le Nôtre et puis tout ce qu'on peut retrouver dans ses collections, dans sa formation même. Et cette collection de sculptures, enfin la plus grande partie de la collection de sculptures de Le Nôtre a été léguée à Louis XIV et donc se retrouve aujourd'hui dans les collections nationales, au Louvre tout particulièrement. Je présente ici le jardin des Tuileries et probablement avec Versailles, l'un des jardins du XVIIe siècle où les éléments de sculpture sont véritablement pensés avec le jardin. Chaque sculpture a véritablement sa place et elle fait corps complètement, chaque sculpture fait corps véritablement avec le dessin du jardin. Alors, les sculptures, la hauteur des socles, enfin, tous ces éléments-là qui sont tant importants dans les jardins classiques sont simulés sur place avec des sortes de maquettes à l'échelle, si vous voulez, en bois, pour évaluer un petit peu la proportion, les distances, tous ces éléments qui vont finalement faire construire un décor harmonieux, un équilibre. Et c'est ce qui caractérise quand même les jardins classiques, c'est cet équilibre dans les proportions et cette recherche entre le dessin même de l'espace et la place des décors et en particulier des statues dans cet espace-là. On voit bien ici sur cette vue de Versailles
prise depuis l'axe principal du château, combien là, au premier plan, vous avez le bassin de Latone, qui est un peu le bassin central, on va dire, et un des bassins les plus importants de Versailles. Et on voit bien dans le paysage finalement du parc combien les sculptures se répètent et créent finalement un accompagnement à la fois des allées, mais aussi des ruptures de pente. Là, on ne le voit pas beaucoup, mais on passe d'une terrasse à l'autre. Et chaque rupture, chaque escalier est marqué par un élément de décor. Et puis par ailleurs, c'est l'ensemble des bosquets qui sont jalonnés, on peut dire véritablement, par des éléments sculptés. On le voit encore plus ici, et toujours dans ce rapport à la fois à la hauteur, à la largeur des allées, à la hauteur des charmilles, aux grands arbres aussi, Heu, aux ruptures, comme je le disais ici, on est dans l'accompagnement, d'un escalier, et on voit bien comment, ces éléments sculptés sont aussi importants dans le paysage, de près comme de loin. C'est à la fois un ensemble, on parle de statuaire pour parler des éléments sculptés, d'un jardin. Donc là, on parle bien d'un ensemble, qui a sa propre cohérence, son propre rythme, et puis c'est aussi des éléments de détail, à voir, et des éléments d'histoire aussi, en tout cas quand on connaît l'histoire de la symbolique de ces statues. Ici, on voit dans cette allée latérale du parc de Versailles, ponctuation de groupes sculptés avec des bassins à chaque fois et qui représentent les différentes saisons. Il y a au XVIIe siècle, 17-18e siècle, tout un vocabulaire lié à la sculpture dans les jardins qui est à la fois lié à l'architecture, comme les grottes. Et puis il y a les hôtels, les oratoires, les buffets d'eau, les fontaines, tout ce qui va accueillir potentiellement des éléments sculptés. L'élément sculpté est véritablement indissociable du jardin classique. La sculpture, elle a aussi, elle est indissociable de la question, enfin du végétal. Et on voit bien la manière dont sont travaillés ces premiers, ces arrière-plans qui sont bon, ce qu'on appelle les charmilles ou les palissades. Et derrière, on retrouve les bosquets, c'est-à-dire un peu la forêt, l'élément la forêt. Le premier plan est travaillé véritablement comme un élément d'architecture, mais d'architecture végétale. Et le végétal, qu'il soit libre ou taillé, offre vraiment un écrin à l'ensemble de ces sculptures. Le socle est aussi important. Alors actuellement, là, à partir du mois de novembre jusqu'au mois d'avril, à Versailles, on bâche les sculptures en hiver pour les protéger du gel. Et malheureusement, je n'ai pas retrouvé de photos et je n'ai pas eu le temps d'aller en faire avant la conférence. Mais c'est assez intéressant parce que là, c'est le détail qui disparaît et on n'apparaît plus qu'un balisage finalement de l'ensemble du parc par des formes fantomatiques. C'est assez étonnant de voir le parc à cette période. Alors, les éléments sculptés sont associés à des éléments d'architecture et à des matériaux bruts quelquefois, et c'est ça qui est très beau. Ici, on a là aussi une des plus belles sculptures, ce géant qui est enseveli sous les rochers. C'est le géant du bosquet de l'Encelade. Il y a cette association de décors sculptés extrêmement raffinés. On le voit dans ce dessin, un des rares dessins que nous avons d'André Le Nôtre, où on voit une fontaine avec des masques qui sont sculptés, associés à de la pierre, probablement des grès, des concrétions de grès, qui elles sont brutes. Il y a ce jeu assez intéressant à Versailles, cette confrontation entre des éléments
sculptés par les plus grands sculpteurs de l'époque, en particulier François Gérardon. François Gérardon, Pierre Puget et bien d'autres. Et à côté de ça, un usage parfois brut de la matière. Et la sculpture, elle est vraiment dans les deux, dans la confrontation des deux. À travers la sculpture et à travers ce qu'on représente, souvent des divinités antiques, des héros de la mythologie, Heu, le pouvoir se représente, alors en particulier à Versailles, mais très souvent c'est pouvoirs, locaux, c'est pouvoirs de nobles, c'est des pou mais à Versailles évidemment, c'est le pouvoir central, c'est l'État, c'est le roi qui se, représente, et qui représente sa puissance à travers, toute une iconographie qu'on va retrouver, tout au long, du parc, de Versailles. L'inspiration, elle est aussi dans des mythes antiques, les Métamorphoses d'Ovide, ou ici dans le Lex-Labyrinthe, qui n'existe plus depuis le XVIIIe siècle et qui illustrait les Métamorphoses d'Ovide. Montre une image qu'on ne voit pas très souvent. C'est un lieu magnifique, c'est toutes les réserves du parc, hein, de Versailles. Et en particulier, très souvent, dans ces réserves, il y a les originaux des statues et ou plutôt parfois des copies dans le parc. Voilà. Et puis, il y a des signes aussi à travers des éléments sculptés. Louis XIV s'adresse aussi à la cour, à parfois potentiellement des prétendants au pouvoir. Et là, par exemple, Lancelade raconte quand même ce qui arrive à ce géant qui a suscité la colère, hein, de Zeus et qui sera terrassé puisque Zeus va faire s'écrouler une montagne qui va ensevelir le géant. Et donc, symboliquement, c'est aussi Louis XIV qui s'adresse finalement à... Il faut rappeler quand même que Louis XIV, enfant, a connu la Fronde et donc la remise en cause de son pouvoir. Et donc, toute l'iconographie des sculptures dans les jardins de Versailles rappelle quand même la puissance du roi et sa vigilance également. Alors là, je vous montre ici, en fait, c'est l'original de Apollon servi par les nymphes, qui est une sculpture de Girardon et qui a été déplacée 3 fois. Donc, une première fois dans la grotte de Thétis, puis dans le premier bosquet des Bains d'Apollon, puis dans l'actuel bosquet des Bains d'Apollon. Il y a toute une histoire euh, avec ce groupe sculpté qu'on retrouvera un petit peu plus tard. Alors, ici, c'est quelques photos qui montrent plutôt un regard un petit peu décalé qui va introduire le XVIIIe siècle, apporter enfin, les jardins classiques, un regard assez décalé, en particulier sur les sculptures. On ne va plus faire le même usage des sculptures au XVIIIe siècle, tel qu'on le faisait à la fois à la Renaissance italienne ou encore au XVIIe siècle, pardon, qui restait lié à une démonstration du pouvoir, de son niveau donc de richesse, de culture, mais également à l'idée de collection. Au XVIIIe siècle, la sculpture va avoir un autre usage qu'on retrouve d'ores et déjà dans ces tableaux, qui sont des tableaux qui représentent donc des tableaux de fin XVIIe et XVIIIe siècle essentiellement, qui représentent la ruine des jardins classiques. Et ça, c'est tout à fait intéressant parce que dans ces jardins classiques qui semblent abandonnés, on va retrouver des éléments sculptés qui sont très importants. En réalité, pourquoi? Parce qu'ils témoignent euh, d'une histoire, d'un passé extrêmement prestigieux. Alors ces tableaux sont bien évidemment inspirés de scènes de paysages antiques, et puisque la plupart de ces peintres ont séjourné à Rome, où ont retrouvé des éléments sculptés, véritablement en état d'abandon quasiment, dans le paysage. Mais là, ce qui est tout à fait intéressant, c'est que c'est un regard sur des parcs qui existent, qui ne sont pas en ruine au moment où ces peintres les représentent. Et donc, on a cette esthétique
qui va complètement inspirer la création des jardins du XVIIIe siècle. Ça, je crois que j'en avais parlé dans une précédente conférence, mais également qui va redonner une autre place, une autre symbolique à la statue, enfin aux statues, à la sculpture d'une manière générale, dans les paysages des jardins du XVIIIe siècle. On voit ici ce très très beau tableau de Watteau qui est au Louvre, les deux cousines, et là j'ai souligné, parce que c'est un petit peu dans le vague, mais on voit ces sculptures de statues sur socle, et grâce à ces statues finalement quelque part, et cette pièce d'eau, on reconstitue un jardin classique, mais un jardin classique qui n'est plus, où le temps a fait son œuvre. Et toute la force des jardins du XVIIIe siècle, ça va être de jouer avec cette idée du temps qui efface. Et donc, on va véritablement mettre en scène dans des jardins qui sont souvent des pures créations du XVIIIe siècle, on va mettre en scène l'idée de ruine, l'idée d'une sculpture qui est un signe, un élément, un vestige d'un passé prestigieux, d'œuvres parfois qu'on suppose extraordinaires, sur lesquelles le temps a passé. Au XVIIIe siècle, véritablement, la sculpture est mise en scène dans le paysage, en s'inspirant des tableaux. Ici, c'est un jardin, le jardin du petit Trianon, le jardin champêtre du petit Trianon, avec ce temple de l'amour qui est inspiré d'un temple antique, qui est le temple de la Sibylle à Tivoli. Et on voit bien, contrairement à un jardin classique, comment on associe finalement le champêtre, et au premier plan, on a même fauché les foins, et puis des éléments sculptés qui s'inspirent d'une tradition antique et prestigieuse. Retour au bosquet des Bains d'Apollon, avec ce fameux groupe sculpté qui nous vient d'abord de la grotte de Thétis, et puis qui successivement va suivre un peu les évolutions du parc de Versailles, puisque ce bosquet des Bains d'Apollon va être complètement revisité par un peintre. On voit ici le tableau de ce peintre, va être complètement revisité par Hubert Aubert au XVIIIe siècle, dans le goût du XVIIIe siècle, avec cette confrontation entre sculpture, architecture et nature. Et donc cet écrin-là que vous voyez n'est absolument pas le rocher naturel qu'on aurait pu trouver dans le parc de Versailles. Non, c'est un rocher qui est complètement construit, qui s'apparente à autant de la sculpture que de l'architecture, et qui va accueillir tout un décor sculpté extrêmement raffiné, extrêmement prestigieux. On est à la fois dans une pierre brute, volontairement peu taillée ou mal taillée, laissée dans un état, on va dire, semi-naturel, et à l'intérieur, comme dans un écrin, des sculptures en marbre blanc, marbre de Carrare, d'un très grand raffinement. On poursuit euh, au XVIIIe siècle, où le décor sculpté est associé à ces petites constructions qu'on appelle des fabriques, et qui sont des éléments qui donnent des perspectives dans le paysage, des points qui focalisent l'attention. Ici, c'est dans le parc de Stowe, en Angleterre, qui est un des parcs qui va être une référence dans l'histoire des jardins et dans l'influence aussi qu'il aura en Europe. Le parc de Wörlitz en Allemagne, encore ce pont palladien. Et donc, l'élément sculpté va être associé à des petites architectures très souvent, et on va recréer là des ensembles qui rappellent ce type de tableau. Et là, c'est une vue du temple de la Sibylle, tableau d'Hubert Aubert, qui exagère d'ailleurs, puisque le temple de la Sibylle, il était moins en ruine que ça, mais bon, Hubert Aubert aimait bien ruiner un petit peu les architectures en général, et
créé autour toute une composition savante qui correspond véritablement au goût de l'époque et à la manière finalement d'agencer des éléments sculptés comme si ils étaient là, issus finalement, résultant de l'usure de l'histoire, des éléments qui se sont cassés, des colonnes qui se sont renversées, de toute une enfin d'éléments sculptés, pardon, qui peu à peu se sont placés là un peu par hasard. En réalité, tout ça est savamment dessiné et sera savamment reconstitué dans un cadre paysager, que ce soit en Angleterre, en France ou dans toute l'Europe. Euh, on va retrouver aussi des idées, notamment dans le sillage des Lumières, un petit peu partout en Europe. On a aussi, à travers les éléments sculptés, vont aussi porter des idées de cette époque-là, c'est-à-dire la curiosité pour d'autres cultures, également l'idée d'universalité qui correspond véritablement aux idées de ce XVIIIe siècle des Lumières. Ici, je montre un parc qui est tout à fait intéressant, mais j'en cite d'autres qui le sont tout autant. C'est le parc de Canon, du château de Canon en Normandie, que nous avons récompensé notamment dans le cadre du prix Jardin VMF. C'est vraiment un endroit absolument remarquable et où il y a toute une série de bustes qui regardent le château comme ça et qui viennent d'Italie d'ailleurs et qui traduisent ce goût pour la curiosité, l'éclectisme aussi et finalement la culture des propriétaires de l'époque étaient des gens très éclairés. Il y a aussi une influence, j'en ai déjà un petit peu parlé, naturaliste. On va chercher aussi ces sources d'inspiration dans des éléments de nature véritablement, qu'on va retrouver à la fois dans des éléments sculptés dans l'architecture véritablement, dans des buffets d'eau, des nymphées, comme ici au Jardin du Pérou à Montpellier, la Folie Saint-James à Neuilly, où on a ce fronton de temple antique associé à une grotte où les éléments sont... c'est de la sculpture, je dirais presque au sens contemporain du terme, c'est-à-dire qu'on va véritablement construire une architecture en s'appuyant vraiment sur des éléments naturels, mais qu'on va choisir évidemment. Et il y a cette magnifique cascade, ce rocher de Bagatelle, qui s'inspire, lui, des jardins chinois. De cette influence naturaliste, on va retrouver des éléments au XIXe siècle, en particulier tout au long du XIXe siècle, où finalement les éléments sculptés ne vont plus être tant la sculpture véritablement d'atelier, la sculpture de sculpteur, mais va être aussi des éléments complètement inspirés ce qu'on va appeler le style pittoresque, donc inspirés véritablement d'éléments de nature, comme ici, cette espèce d'évocation de l'aiguille d'Étretat dans le parc des Buttes-Chaumont à Paris, qui est surmontée d'une vague copie du temple de la Sibylle. La sculpture, elle est aussi dans les détails de ces jardins du 19e siècle et dans quelque chose qui est plutôt de l'ordre de l'artisanat, mais parfois l'artisanat rejoint l'art, hein, qui était l'artisanat des rocailleurs qui fabriquent ces éléments en faux bois, à la fois des petites constructions, mais également des barrières ou des éléments comme ça de décor, comme ce tronc par exemple, qui est en béton, qui imite le bois, qui est une souche d'arbre. Voilà, et puis on va retrouver également la sculpture dans une mise en scène, ça c'est issu d'un traité de jardin du 19e siècle, où on va, pour évoquer notamment des scènes un petit peu champêtres, on avait commencé à le faire d'ailleurs au 18e siècle, dans la seconde moitié du 18e siècle, on va fabriquer véritablement des petits oratoires, donc des croix, des petits calvaires, etc. Alors parfois on récupère
des calvaires, des croix anciennes véritablement, et parfois on va créer des scènes comme ça, un peu champêtres, autour de ces éléments-là. La sculpture au 19e siècle dans les jardins, elle est aussi commémorative. Euh, il y a dans tous les jardins, en particulier les jardins publics, la célébration au 19e siècle des grandes figures de l'histoire. Donc, évidemment, il peut y avoir des rois, mais aussi des écrivains. Le jardin du Luxembourg recèle 30 ou 40, peut-être une quarantaine de sculptures qui représentent des célébrités. Ici, c'est le buste de la comtesse de Ségur. On retrouve typiquement la statuaire du 19e siècle, ici à Versailles, dans le potager du roi. Ça n'a rien à faire avec le potager, dans lequel il n'y avait pas à l'origine d'éléments sculptés. Et on y retrouve quelques sculptures aujourd'hui qui célèbrent un petit peu la mémoire de ce lieu à travers quelques grandes personnalités. La commande des reines de France au jardin du Luxembourg, qui fait partie aussi maintenant de l'histoire de ce jardin et qui est mis en scène en s'inspirant un petit peu de jardins classiques, mais qui est réellement une commande du 19e siècle. Il y a même il y a eu une telle affluence de sculptures dans le jardin du Luxembourg, y compris au XXe siècle, de sculptures commémoratives, qu'ils ont fini par, la conservation du jardin a fixé une règle qui dit que toute nouvelle sculpture doit remplacer une ancienne. Et donc là, ça a calmé les ardeurs, et en particulier celles des sénateurs. Donc aujourd'hui, ce jardin accueille beaucoup moins de sculptures parce qu'à un moment donné, c'était très difficile de les installer véritablement. Il y en a partout finalement dans le jardin du Luxembourg, mais c'est aussi ce côté finalement désuet qu'il peut y avoir aussi, qui est intéressant dans ce type de jardin. Il y a la sculpture aussi animalière qui se développe beaucoup au 19e siècle et qu'on va retrouver dans des jardins comme le jardin du Luxembourg, comme le jardin des Tuileries, mais là c'est à Paris, mais on va le retrouver aussi dans d'autres jardins. La sculpture animalière, et avec les plus grands sculpteurs comme Barye et d'autres, fait partie des décors de jardin du 19e siècle. Au 19e siècle, je dirais que là, on est véritablement dans le décor ou la commémoration et la symbolique véritablement liée à l'Antiquité, je dirais qu'elle s'arrête au XVIIIe siècle. Toutes ces références finalement culturelles, parfois philosophiques, comme on va retrouver au XVIIIe siècle ou au XVIIe siècle, et qui s'incarnaient à travers une évocation de l'Antiquité, ça on le perd mais complètement au XIXe siècle. Au XIXe siècle, on est vraiment dans le décor et dans des éléments qui correspondent au goût du moment, à la fois en classicisme revisité complètement, et puis beaucoup de sculptures animalières ou commémoratives. Voilà. Il y a aussi une mise en scène qui est typiquement, là on a une sculpture qui est totalement classique, qui est du 19e siècle, qui est très belle. Au Jardin du Luxembourg, on a toute une série comme ça. Ici aussi, on est dans un cadre classique. La fontaine Médicis, elle est classique, véritablement, héritée de l'époque de Marie de Médicis, mais dans laquelle on va introduire un groupe sculpté qui s'inspire de la sculpture classique, mais qui est tout à fait 19e siècle. On va le retrouver ici dans ce dispositif où on va cerner cette sculpture, pas du tout comme on l'aurait fait à Versailles, mais par un tapis de fleurs en mosaïculture. On va voir les statues des reines de France qui ponctuent aussi toute la grande clairière, la partie centrale de ce jardin du Luxembourg, et puis tout un décor de balustres qui est avec des vases Médicis, qui est installé là aussi dans la première moitié du 19e siècle, quand on revisite ce jardin. On retrouve cet éclectisme ici, avec ce goût de la collection, et ça c'est assez magique dans la villa et Frucy de Rothschild à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Il y a toute une collection véritablement de vieilles pierres, gothiques, Renaissance, classiques, etc., qui sont installées
un petit peu en dépôt, comme un dépôt lapidaire dans ce très beau jardin. Et puis, il y a des sculpteurs comme un Jalbert, ici c'est à Béziers. C'est un sculpteur qui a travaillé à Paris, notamment qui a décoré la façade de la Manufacture des Gobelins, qui est un sculpteur du 19e siècle, de la seconde moitié du 19e siècle, qui s'inspire beaucoup de l'architecture classique. Il y a aussi, à la fin du 19e siècle, euh, il y a une véritable redécouverte des jardins classiques, tels Versailles, et qui vont être des sources d'inspiration. Alors, à la fois pour restaurer des jardins, en créer de nouveaux, et on restaure à cette époque-là complètement Vaux-le-Vicomte. Et donc, parfois, on a une statuaire classique qu'on a retrouvée notamment chez les antiquaires, qu'on va réinstaller dans des jardins de château, notamment, qui va côtoyer une statuaire qui est typiquement du 19e siècle, mais ce n'est pas très grave. Et ce qu'on va appeler le jardin à la française, qui est une expression que détestent les historiens, mais qui historiquement euh, n'est pas, ne représente pas les jardins classiques type Versailles, mais la redécouverte des jardins classiques et les jardins d'inspiration classique que l'on va beaucoup créer à la fin du 19e siècle. Au début du XXe siècle, il y a toute une période que j'aime beaucoup, enfin, qui est pour moi est très inspirante, c'est ces photos qu'on a des plus grands photographes du moment, et notamment d'Eugène Hadjet, qui s'est intéressé à ces grands parcs en état de semi-abandon. On est là au début du XXe siècle. Souvent, ces états de semi-abandon ont été liés à la Première Guerre mondiale. Et on va trouver là une poésie qui renoue quelque part avec les tableaux d'Hubert Robert, hein, au XVIIIe siècle, et qui est tout à fait intéressante parce qu'on voit sur ces photos à la fois, encore une fois, des traces de jardin très dessinées, très structurées, où la nature a repris ses droits, mais où la sculpture est là pour finalement rappeler, jalonner un petit peu tous ces espaces. Alors, le début du XXe siècle est très riche, très éclectique, hein. Il y a à la fois, on renoue, on va inventer de nouvelles formes de sculpture, mais on renoue aussi avec des sources d'inspiration à la fois classiques, avec la Renaissance, mais complètement revisitées dans la manière de dessiner, d'organiser les espaces. On va croiser plusieurs styles, style classique et style Renaissance, mais revisité. Là, ici, on est dans les années 1930 complètement. Il y a un nouveau rapport à la sculpture. On va dans l'appareillage des pierres, par exemple, qui s'inspire à la fois de la Renaissance et qui n'est pas de la Renaissance, qui n'est pas un pastiche de la Renaissance. On voit aussi que la sculpture, elle peut être dans le végétal. D'ailleurs, comme au XVIIe siècle, hein, on retrouve du végétal qui peut s'apparenter aussi à une sculpture. Et on voit ici cette planche où on comprend un peu le dispositif et comment finalement la sculpture va, encore une fois, accompagner l'espace, le souligner, le ponctuer. On voit très bien dans l'œuvre de Jean-Claude Nicolas Forestier, dans ce magnifique jardin sur la colline de Montjuïc à Barcelone, qui jouxte la fondation Miro, et qui est un jardin typiquement caractéristique de cette époque. Ici, c'est particulier, on est au début du XXe siècle, c'est une vieille photo, je n'ai pas une photo de meilleure qualité malheureusement, mais ça c'est ce qui va devenir le musée Rodin. Là, pour l'instant, c'est le jardin de Rodin, où il y a des éléments sculptés, un petit peu disposés comme ça, qui ne sont pas ses sculptures à lui, qui sont souvent ses collections dans un premier temps, et notamment ces collections d'antiques, qui sont soit des véritables antiques, soit des plâtres, soit des copies, qui étaient pour lui des sources d'inspiration, et qui sont disposées un petit peu comme ça, dans le jardin, au hasard d'une allée, etc. Et en fait, on réinstalle à la fin du XXe siècle un certain nombre de sculptures, mais cette fois de Rodin,
véritablement dans ces jardins pour compléter le parcours muséographique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va les installer ici sur un socle en bois, par exemple, avec cette idée que finalement, ces sculptures sont là, mais de manière provisoire et pas définitive. Et c'est ce qui est très beau dans cette installation des sculptures dans le jardin du musée Rodin, puisqu'on a vraiment essayé de renouer avec cette espèce de nonchalance presque, de poser des sculptures un petit peu partout comme ça, au hasard d'une allée, d'un massif, dans un coin sombre, etc. Et avec cette idée qu'on pouvait les déplacer, que même si elles avaient des socles, rien n'était définitif. Et ça, c'est une manière intéressante. Au début du XXe siècle, on a aussi des sculptures, une approche assez étrange qui s'inspire, qui presque, on pourrait dire naïve, qu'on va retrouver ça des éléments assez emblématiques, le palais du facteur cheval, mais le plus beau jardin finalement de ce style-là qu'on va associer à l'Art nouveau, qui tire ses inspirations de sources entre le pittoresque et l'organique, c'est le Parc Güell à Barcelone, ce magnifique parc qui utilise un certain nombre de matériaux, qui les associe pour créer cet ensemble qui est à la fois de l'architecture et qui associe la sculpture à l'architecture, véritablement. On va retrouver ça, mais là, c'est dans la seconde moitié du XXe siècle. Et alors là, j'aime bien parce qu'on renoue à la fois avec une tradition qui est celle du bois de Beaumarz, de l'époque maniériste et de ces grotesques de la Renaissance italienne, et en même temps avec cet art un peu naïf associé à Gaudi ou encore au facteur cheval et à quelques autres. Ici, ce jardin des tarots de l'artiste Niki de Saint-Phal, qui s'est quasiment ruiné dans ce jardin, qui a consacré sa vie et qui véritablement s'est épuisé à concevoir ce jardin. Et au XXe siècle, la sculpture se déplace vers le champ du paysage, vers l'idée d'installation, avec ce grand mouvement artistique qui est le land art, et en particulier, on a quelques artistes, mais j'en citerai un ce soir essentiel, c'est Ian Hamilton Finlay, qui continue à être une source d'inspiration et qui va puiser son inspiration dans l'Antiquité pour poser des signes comme ça dans le paysage. Alors, son fameux jardin, il y a plein de photos sur Internet que vous pouvez aller voir, Little Sparta, qui est créé en Écosse sur une lande, et où il va, le jardin, c'est tout un parcours de sculpture toute symbolique qui se réfère à la fois à l'Antiquité, à la période de la Révolution française, etc. Et on va retrouver des signes un petit peu dans le paysage, comme une stèle, des éléments, des inscriptions comme ça, qui accompagnent toute une mise en scène du paysage et qui fait référence, bien sûr, à des éléments d'Antiquité, mais dans un dispositif qui n'est plus le même. On retrouve ici, avec ce jardin du Kröller-Müller Museum, aux Pays-Bas, où là, Finlay pose des socles uniquement face à des arbres, comme une manière finalement de mettre la nature sur un piédestal, comme une sculpture. Et on perd un petit peu, on a à la fois la référence classique du socle, et en même temps le végétal, le tronc de l'arbre, etc. Donc il y a une espèce d'éléments, et ce pont, cette passerelle qui est à Little Sparta, qui fait référence à Claude. Claudie, c'est en fait Claude, c'est Claude Le Lorrain, qui est une des figures importantes d'inspiration de Ian Hamilton Finlay. Ici, on retrouve dans le siège des artistes du land art des paysagistes contemporains, comme dans le jardin du Fort Saint-Jean à Marseille, ce jardin en Provence, où vous avez tout un rayonnage de lavande qui converge vers un élément, un point focal dans le paysage, qui est véritablement en relation avec le paysage. Cette magnifique fontaine à Londres, conçue par la paysagiste Catherine Gustafson, en hommage à Lady Diana. Et ici,
un jeu pour enfants qui a été imaginé comme une installation dans le paysage et comme une sculpture véritablement, ou ici un élément, juste un belvédère comme ça, qui est le belvédère des lichens, qui a été conçu par Gilles Clément et qui joue avec en fait la nature, des éléments de nature qui sont mis en scène à travers un plancher, mais qui est un plancher en béton en réalité. Ici, dans le jardin des Tuileries, dans un parc classique où on a beaucoup de sculptures héritées du XVIIe siècle, on a un ensemble, cet arbre mort en bronze de l'artiste Giuseppe Pennone, qui est mis en scène ici avec le concours du paysagiste Pascal Cribier, dans ce jardin des Tuileries. Donc une véritable installation où finalement l'œuvre n'est pas uniquement l'objet, mais c'est l'objet dans sa relation au contexte. Mais finalement, après tout, dans les jardins classiques ou dans les jardins de la Renaissance, la sculpture a toujours un sens avec le contexte. Et c'est ça qui est important. Ici, des éléments au festival de Chaumont-sur-Loire, des installations où on joue aussi avec des éléments qui sont éphémères et qui sont plus des éléments sculptés, où la sculpture est le végétal dans sa relation cet espace. Un banc qui est imaginé comme une sculpture par l'artiste Pablo Reynoso. Il a installé une très belle œuvre dans les jardins du Palais de l'Élysée, notamment. Et c'est à la fois usage de banc, mais c'est un élément de sculpture et qui met en scène complètement cet arbre unique au milieu d'un champ. On a ici aussi des éléments de récupération, des artistes qui travaillent avec la récupération, avec des choses très pauvres finalement, et qui vont les mettre en scène dans les jardins. Cette idée de récupération, elle est dans l'art depuis la fin du XXe siècle, et on va la retrouver naturellement dans les jardins, évidemment comme à chaque époque, pour le pire et le meilleur. Jardin de sculpture, alors c'était l'objet de l'affiche également, puisque j'opposais pas, mais je mettais en vis-à-vis deux photos, une sculpture classique du parc de Versailles et cette sculpture de l'artiste Juan Miro, à qui la Fondation MAG à Saint-Paul-de-Vence va passer dans les années 1950 la commande d'une œuvre totale qui est un labyrinthe dans lequel l'artiste va disposer des œuvres. Il y a une très belle mise en scène par ailleurs des sculptures dans la fondation MAG, où chaque sculpture finalement est en relation avec un paysage, comme ici sur cette esplanade, l'homme qui marche, qui semble traverser ici l'esplanade avec en fond le paysage de Diego Giacometti. La sculpture contemporaine s'installe dans le jardin, en particulier à Paris dans le jardin des Tuileries, et ça va se faire avec Pascal Cribier, qui va avec le conservateur du jardin des Tuileries choisir d'installer toute une collection d'art contemporain ou des collections nationales, mais c'est également revisiter aussi l'installation de sculptures qui étaient installées, qui sont classiques dans leur configuration au départ. Ce sont des sculptures des années 1930-1940 d'Aristide Maillol et qui sont réinstallées à l'occasion du réaménagement du jardin du Carrousel, et où il y a une magnifique installation de ces sculptures qui animent complètement l'espace. Il y a un travail qui a été fait là dans le jardin pour réinstaller l'ensemble de ces collections et avec à la fois le paysage, l'espace, mais également les végétaux. Ici, c'est toute une collection d'art contemporain. Enfin, ça commence dans les années 1930, la collection, pour arriver jusqu'à notre époque, dans le donjon de Vèze. Et c'est Pascal Cribier qui avait dessiné les crins de cette collection. Ici, c'est parfois le sol qui est sculpté. Là, c'est plus tout à fait la sculpture en tant qu'objet, mais c'est le sol qui est complètement remodelé comme une sculpture dans le parc floral de Vincennes, notamment, par le paysager Jacques Heusgard.
Pascal Cribier qui a fait un magnifique remodelage du système de rigole d'une valeuse en Normandie. C'est son jardin, en fait, son propre jardin. Et il a sculpté véritablement tous ces éléments. Ou encore ici, ces sculptures de toute une butte qui a été complètement sculptée en Écosse donc, par l'architecte Charles Jeanne. Il y a aussi, et c'est parfois un problème, hein, c'est comment installer, et ça c'est assez caractéristique de notre période, il y a toujours cette tentation, en particulier dans les jardins historiques, publics, on l'a beaucoup fait à Versailles, d'installer de la sculpture à titre provisoire. Très souvent c'est une catastrophe. À Versailles, l'installation de l'art contemporain, c'était vraiment, ça parlait pas du tout, il n'y avait absolument pas de dialogue pendant très longtemps. Je pense à Jeff Koons, sauf pour peut-être une œuvre que je vous montrerai, mais il n'y avait pas du tout de dialogue entre le parc, qui servait finalement de plateforme à de la sculpture contemporaine. Là, c'est une exposition récente, alors c'est aussi plus facile avec ce type de sculpture animalière, objet conçu par les Lalanne, et il y a eu une très belle exposition dans le jardin champêtre au hameau de la Reine, à l'été de 2021. Et là, véritablement, je trouve que l'installation aurait pu même devenir définitive, tellement ça fonctionnait à la fois en termes d'échelle, en termes de symbolique également, avec ce jardin. La sculpture peut être brutale et néanmoins intéressante. C'est une œuvre qui a été conçue par l'artiste Richard Serra. Bon, je vous rassure, elle n'est pas là en permanence. On la sort tous les 20 ans à peu près, pour 3 mois en général. C'est 2 grandes plaques de fer qui sont assez étonnantes parce qu'elles proposent une expérience assez inédite de l'axe historique des Champs-Élysées. C'est une sculpture que l'artiste a imaginée pour le Jardin des Tuileries. Il y a le côté brut, le matériau brut. J'aime bien ce type de sculpture qui peut associer des sculptures, on va dire, de la veine classique ou issues d'inspiration classique, avec un socle industriel. C'est quelque chose qu'on retrouve dans un certain nombre de jardins contemporains. Différentes installations dans les jardins, installations éphémères. Je pense à c'était pour moi le seul truc qui était intéressant, la seule sculpture de Jeff Koons qui était intéressant sur le parterre de l'Orangerie, et qui avait été installée, donc, qui était une sculpture conçue avec des fleurs, et voilà, et qui avait été conçue avec des jardiniers du jardin de Versailles, donc c'est ça qui était intéressant également. Puis un certain nombre de sculptures qui ne sont plus là, qui ont été installées le temps de la foire d'art contemporain à Paris, et ça a été plutôt bien fait par rapport à ce jardin. Et on voit bien que là, il y a eu quand même un travail pour cette installation éphémère, je dis bien, de concertation entre les gens qui ont en charge de la conservation des jardins et les responsables de la foire d'art contemporain. Mais très souvent, là je montre des exemples que je qualifierais de positifs, mais très souvent la question des sculptures dans les jardins, mais quelle que soit l'époque d'ailleurs, peuvent poser problème parce qu'elles ne sont pas dans les bonnes proportions, parce qu'elles n'ont pas de sens, parce qu'elles sont hors proportion très souvent, parce qu'elles viennent s'accumuler à d'autres objets, et très souvent la relation sculpture-jardin n'a pas été bien conçue. La sculpture a été conçue d'un côté, c'est un objet, et qui peut atterrir dans le jardin, et qui a été souvent très mal choisi. Ici, c'est une commande véritablement, c'est aussi pour ça que ça marche. Après, on peut détester ça, mais pour moi, c'est une des œuvres les plus intéressantes de cet artiste, Jean-Michel Othoniel, à qui on a véritablement passé une commande pour un bosquet contemporain qui,
le cadre du bosquet du Théâtre d'Eau, donc qui est un bosquet qui a disparu depuis le XVIIIe siècle, hein, et qui a été reconstitué, mais dans une version contemporaine à Versailles. Et ce qui est tout à fait intéressant, c'est que ces sculptures en verre qui accompagnent les fontaines sont inspirées de l'écriture de la danse baroque. Et donc, c'est une commande contemporaine qui a du sens aussi par rapport à l'histoire. Il restait de l'histoire des socles dans ce bosquet. Et ces socles, ils n'avaient plus de statut, mais depuis quasiment 2 siècles, hein. Et donc, le choix a été fait de ne pas essayer de remettre des sculptures, des copies, etc., mais plutôt de travailler avec le végétal. Et donc, il y a au-dessus de chacun des socles, on a planté des glycines notamment qui remplacent finalement la sculpture. C'est une approche intéressante également quand on n'a plus d'œuvres à installer. Des sculptures dans des parcs contemporains qui associent beaucoup le végétal, beaucoup l'idée d'installation. Là aussi, on est du sur-mesure. Ce sont des sculptures qui ont été conçues pour ce parc ici à Lille, ou encore des sculptures là qui avaient été... Là, on est plutôt dans des sculptures qui ont... Enfin, certaines sont restées d'ailleurs dans le Jardin des Plantes à Nantes. Et c'est tout à fait intéressant parce que ce sont des sculptures qui associent le végétal. Véritablement, et qui sont inspirées notamment là par un auteur de livres pour enfants qui est, j'ai perdu son prénom, Claude Ponty. Voilà. Et je terminerai en revenant à la sculpture classique, mais avec un regard qui est aussi contemporain, parce que je crois qu'il faut avoir aussi un regard de notre temps sur cette sculpture-là. Il faut regarder cet héritage à la fois comme une source d'inspiration et comme un héritage qui porte aussi des valeurs universelles. Et je le dis pour la forme du jardin, mais je le dis également pour les sculptures. Et c'est pour ça d'ailleurs que je recommande de voir le parc en hiver quand les sculptures sont bâchées, parce qu'on a un autre rapport à cette sculpture. On retrouve là quelque chose qui rythme, qui jalonne, qui ponctue l'espace. Et je le répète vraiment, la sculpture dans le jardin, quelle que soit son époque, doit avoir un sens à la fois avec le lieu, la manière dont elle l'accompagne, et puis avec son époque aussi. À chaque époque, les sculptures, quelles qu'elles soient classiques, d'inspiration antique, ou plus vers notre époque commémorative, ou encore qui soit de l'ordre de l'installation et du land art, portent aussi des idées, des idéaux, le goût d'une époque. Et c'est un peu, j'espère, ce que je voulais vous montrer ce soir. Je vous remercie, je crois que j'ai dépassé un petit peu le temps. Merci beaucoup Michel Auguy pour cette conférence passionnante, riche en illustrations et très complète sur le sujet. Alors, nous avons quelques questions de nos participants que je vais vous transmettre. Alors, pour commencer, pouvez-vous préciser le rapport entre grotesque et architecture des rocailles au XVIIe, XVIIIe et XIXe siècle? En réalité, le grotesque, c'est en Italie qu'on le retrouve à la fois euh, dans l'art, dans l'architecture. Il correspond beaucoup à la période maniériste, c'est-à-dire la fin de la Renaissance. Et c'est une période finalement pleine d'interrogations et d'inquiétudes. Et on va le retrouver dans une espèce de surenchère de décors, souvent inspiré de figures antiques, hein, un petit peu monstrueuses, etc. Et c'est une période, fin de la Renaissance, où on s'interroge beaucoup sur l'origine de l'univers, hein, sur un certain nombre d'éléments comme ça, et qui se traduisent notamment dans le mouvement maniériste par ces décors. Et au XVIIe siècle en France, finalement, la, la- si on prend la France véritablement, tous ces décors sont très mesurés par rapport à l'Italie. C'est-à-dire que l'Italie est une source d'inspiration, mais la France, très vite, comme dans le baroque d'ailleurs, sera très, très mesurée par rapport à des décors qu'on peut trouver notamment dans les jardins de la Villa d'Est, où il y a même une surenchère quelquefois.
Vous savez, les jardins de la Villa d'Est sont absolument magnifiques, mais recouverts de mousse, etc. Ce qui est très beau. Moi, j'aime beaucoup ça. Malheureusement, de temps en temps, il faut les restaurer. Mais quand on restaure en nymphéo de la Villa d'Est, c'est assez écœurant. Euh, c'est bon, c'est peut-être une provocation que je dis, mais il y en a trop, ça correspond plus du tout à notre époque. Et finalement, ce qu'on aime dans ces jardins-là, c'est quand le temps a fait son œuvre et que finalement, il y a tout un décor sculpté qui apparaît et disparaît aussi sous le végétal, sous l'usure du temps. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, je pense, merci beaucoup. Alors, 2 questions qui se rejoignent un peu. On demande quel est le choix des matériaux pour résister au climat? Quelle est la principale matière utilisée dans le monde en sculpture, entre le bronze, le marbre, la pierre, etc. Alors, bon, c'est d'abord la pierre. Après, aucun matériau ne résiste au temps et au climat, mais bon, c'est d'abord la pierre. Et puis, en fonction, finalement, le matériau le plus précieux, c'est le bronze, hein, qu'on utilise à partir de la Renaissance, enfin qu'on utilise dans l'Antiquité aussi d'ailleurs, mais à partir de la Renaissance, on utilise un petit peu le bronze. À Versailles, on utilise le bronze dans les parties les plus précieuses. Et puis ensuite, c'est le marbre. Et plus on s'éloigne finalement du château, moins les matériaux sont précieux, mais enfin, on utilise souvent le marbre ou la pierre calcaire, et notamment dans les petits Versailles qu'on retrouve notamment au fin 17e, début 18e, dans la région d'Aix-en-Provence. Il y a beaucoup de petits Versailles dans cette région-là, mais il y en a partout un petit peu en France, hein. On a des décors, enfin des sculptures très souvent en pierre, en pierre calcaire. Alors tout ça, évidemment, dans les grands jardins historiques, au jardin des Tuileries par exemple, la plupart des sculptures qui proviennent à la fois des Tuileries, mais d'autres propriétés royales comme Marly, ne sont plus des originaux, on les a rentrés, c'est-à-dire ils sont dans les cours du Louvre. En réalité, toute la statuaire classique des jardins français, des originaux, on les retrouve aujourd'hui dans la cour, dans les 2 cours du Louvre. Donc une cour porte le nom d'un des jardins prestigieux qui était le jardin de Marly. Et on a des copies, dans les jardins, et c'est pareil à Versailles, notamment le Milan de Crotone, qui est une magnifique sculpture baroque de Pierre Puget, dont l'original est au Louvre, hein. Au départ, il était à Versailles. Et à Versailles, il y a une copie. De même pour la statue équestre de Louis XIV par Le Bernin, qui est au fin fond du parc de Versailles, dont je vous ai montré une image, d'ailleurs que Louis XIV n'aimait pas, il l'avait reléguée au fond du parc. C'est une copie, évidemment, l'original étant dans l'orangerie à Versailles. Merci beaucoup. Alors, un spectateur nous demande le lien avec les taupières. Alors, le lien avec les taupières, ça existe déjà dans les jardins antiques. Taupière, ça vient de Topiarius, jardinier, et par extension, l'art taupière, c'est vraiment l'art du jardinier le plus élaboré. Donner des formes à la fois géométriques, parfois animalières, aux végétaux, relève d'un savoir-faire de très grande qualité. Et cet art taupière se développe, on renoue avec l'art taupière à la Renaissance, et on le retrouve beaucoup, beaucoup plus qu'en Italie même, dans des jardins classiques type Versailles, où il y a toute une déclinaison de décors qui sculpté, mais sculpté en végétal, qui reproduit à la fois des vases, et puis surtout des formes géométriques. On va retrouver aussi des formes animales, notamment au 19e siècle, en Angleterre en particulier. Et puis, ces dernières années, on en retrouve également avec... il y avait un très beau décor sculpté qui était fait végétal c'était un jardin d'enfants qui était dans le jardin des Halles à Paris, qui avait été conçu dans les années, tout début des années 80 par les sculpteurs Lalanne, dont j'ai parlé, et qui avait aménagé tout un jeu pour enfants qu'on n'a malheureusement pas reconstruit.
dans le jardin du Forum des Halles, et qui était tout à fait intéressant puisqu'ils avaient bâti des sculptures avec des structures métalliques qui ensuite se remplissaient de lierre. Donc, il y avait cette association du métal et du végétal dans des formes qui s'inspiraient plutôt d'animaux, parfois d'animaux qui n'existent pas même, enfin, dont l'objectif était de travailler l'imaginaire finalement des enfantins. Voilà, donc ça c'était tout à fait intéressant. Donc le taupière, on peut le considérer comme un élément sculpté, et en tout cas il a la même fonction dans les jardins classiques de marquer l'espace, de ponctuer l'espace, d'accompagner, de structurer, mais avec cette dimension dans le taupière, c'est qu'à un moment donné, la nature s'échappe. C'est donc s'il n'y a pas le jardinier qui revient avec ses cisailles, eh bien, le taupière peut disparaître. Et donc, il y a ce sentiment d'éphémère dans le taupière qui est intéressante et qui est évidemment moins présente dans la sculpture, qu'elle soit en métal ou en pierre. Alors, une autre question, quelqu'un qui nous demande si vous pouvez nous reciter le nom et l'édition pour le vocabulaire typologique et technique. Alors, l'édition, c'est... Alors, je ne sais plus si on trouve ce livre, peut-être en solde sur Internet. L'édition, c'était les Éditions du Patrimoine. Et à l'époque, c'était MOMUM, ça s'appelait MOMUM. Aujourd'hui, c'est la Réunion des musées nationaux, quelque chose comme ça. Ça a changé de nom. Et voilà, c'était un livre assez remarquable. Je pense qu'il n'est plus édité, mais peut-être qu'il se trouve en vente comme ça, d'occasion. On peut le retrouver sur Internet. D'accord. C'est le vocabulaire typologique des jardins. Et c'est sous la direction de Marie-Hélène Bennetière, Bennetière, et qui se trouve être aujourd'hui responsable des jardins historiques au ministère de la Culture. Alors, une dernière question. À partir de quand a été utilisée la fonte dans ces décors de jardin? Résiste-t-elle mieux au temps? Alors, ça, je ne vous dirai pas exactement quand. Je sais qu'à Versailles, on l'utilise quand on n'a plus d'argent pour utiliser du bronze ou du marbre. Et donc, il y a tout un ensemble de décors sculptés à Versailles qui sont en plomb doré quand même, doré à la feuille, et qui est beaucoup plus économique. Après, au 19e siècle, on va utiliser la fonte d'acier, en lien d'ailleurs avec l'industrie de l'époque. On va le retrouver dans l'architecture, dans la construction des serres, dans plein d'éléments de jardin, le mobilier de jardin, etc., utilise tout ce savoir-faire de l'industrie de l'acier. Et donc, ces sculptures en fonte à Versailles, en fonte de plomb, on les peint ou on les redore assez régulièrement, tous les 10-15 ans. On repasse une couche soit d'or, soit de couleur, enfin, tout dépend de comment elles étaient historiquement. Je voudrais rajouter, là je sors de la réponse à cette question, c'est que j'ai pas pu vous donner une bibliographie véritablement sur la sculpture, la symbolique de la sculpture, etc. Il existe souvent des articles, mais au sein d'autres livres sur l'histoire des jardins. Après, il y a quelques livres spécifiques autour de jardins en particulier. Évidemment, sur toute l'iconographie, la symbolique de la statuaire de Versailles, il existe des livres, je ne les ai pas cités, y compris des guides très grand public pour faire une promenade des jardins en ayant connaissance de ce que les statues représentent. Et ça, c'est tout à fait intéressant parce que ça nous remet vraiment dans l'époque, ça nous fait comprendre aussi que les décors sculptés racontent aussi toute une histoire, certes qui nous
parle plus aujourd'hui parce qu'on n'a plus cette connaissance de la mythologie, mais les contemporains de Louis XIV, ou encore au XVIIIe siècle, avaient une vraie connaissance de la mythologie et de toutes les symboliques qu'on peut voir dans ce type de jardin. Il y a un livre tout à fait intéressant d'Anne Pinjot, qui était conservateur au musée d'Orsay. Enfin, Anne Pinjot, on la connaît pour une autre histoire, mais c'est une grande conservatrice de musée. Elle a écrit un livre sur la sculpture aux Tuileries. Et dans le jardin des Tuileries, c'est tout à fait intéressant, la sculpture, parce qu'elle commence au XVIIe siècle. En réalité, elle commence avant, mais dans le jardin des Tuileries actuellement, on a toute une statuaire du XVIIe siècle, donc classique, et puis on a une statuaire du XIXe siècle et une statuaire du XXe, voire début XXIe siècle. Il y a toute une richesse d'apports successifs de statues dans le jardin des Tuileries qui a toujours été assez bien installé. Donc il y a ce livre sur la sculpture au jardin des Tuileries d'Anne Pinjot qui est tout à fait intéressant. Il y a bien sûr sur Ian Hamilton Finlay, il y a de la littérature, et Little Sparta, c'est vraiment un très beau jardin représentatif de ce mouvement d'art qui n'est plus contemporain, qui est historique, puisque Ian Hamilton Finlay est décédé depuis longtemps, et ce jardin, il est conçu dans les années 1970, donc on commence à être un peu dans l'histoire. Il y a un très beau livre, il y en a plusieurs, même sur le jardin des tarots et sur son élaboration de Niki de Saint-Phal. Il y a des choses assez belles aussi sur l'artiste Giuseppe Pennone qui a pas mal travaillé dans les jardins, qui est pas mal installé de sculptures en lien avec les jardins. Et c'est là qu'il est souvent le plus intéressant, parce que ces sculptures, on en a une à Chaumont-sur-Loire, dans le jardin de la Fondation Cartier à Paris, au jardin des Tuileries, et ainsi de suite. Et c'est souvent là que ces sculptures acquièrent un peu toute leur force, dans ces jardins où la sculpture a été vraiment pensée, ou en tout cas bien mise en scène dans le jardin. Et pour moi, le secret, quelle que soit la sculpture à l'époque, le secret, c'est vraiment la relation au lieu. Je me souviens, et j'arrêterai là parce que je suis très bavard, mais d'un un ami paysagiste, un très, très grand paysagiste, malheureusement décédé trop tôt, qui avait un client, une espèce de client qui adorait son jardin et qui n'arrêtait pas, qui était collectionneur aussi, et qui achetait des sculptures de toutes les époques, etc. Et donc, il fallait qu'il les casse dans le jardin, enfin le jardin qui était un très grand jardin de plusieurs hectares. Mais à la fin, un jour, il a proposé au client de faire une espèce de labyrinthe dans une vision très contemporaine pour perdre toutes ces sculptures de différentes époques. Et là, tout à coup, le client a trouvé ça très bien. Du coup, il a racheté encore plus de sculptures. Il n'achetait pas toujours des choses intéressantes, d'ailleurs. Mais à partir du moment où les choses se sont retrouvées dans cette espèce de labyrinthe qui était à flanc de coteaux, notamment, c'est devenu quelque chose qui a fait sens et qui a été une véritable curiosité par rapport au lieu, par rapport à la visite du lieu. Et il y avait même des nains de jardin qu'ils étaient allés acheter dans l'Est, je crois que c'était en Croatie, et donc des nains de jardin géants qui avaient été installés dans une petite cavité, et c'était assez étonnant. Et donc il y avait tout un éclectisme là, mais qui était une espèce de parcours magique finalement, où on découvrait un peu par hasard des sculptures dont la présence était quasiment incongrue dans ce lieu. Voilà. Et donc je pense que la question de l'installation, du sens que ça fait, des proportions, etc., pour moi, elle est essentielle, quelle que soit l'époque, quel que soit le style de sculpture. C'est pour moi la clé. Une sculpture ne doit pas être là pour écraser, s'imposer, elle doit faire sens avec tout le contexte qui l'entoure. Merci beaucoup, merci. Je pense qu'on a fait le tour des questions. Merci aussi à tous les participants. Donc, on voulait vous donner rendez-vous pour la prochaine conférence le 1er décembre sur le chantier Notre-Dame avec le général Georges Vin. En attendant, on vous souhaite une très bonne soirée et encore merci à Michel Levy pour sa conférence passionnante. Bonne soirée. Merci à tous.